Voilà, à tous et à toutes, bonjour. Donc aujourd'hui, avant de commencer, je vais formuler quand même mes remerciements concernant les abonnés de cette chaîne parce que pas plus tard que hier, nous avons été félicités par la chaîne YouTube. Donc il nous reste un autre défi, c'est-à-dire essayer d'atteindre quand même les 4000 heures et nous comptons réellement sur vous. Voilà, aujourd'hui, nous allons essayer aussi de mettre en valeur un cours un peu particulier. Bon, ce cours est quand même étranger chez certains élèves. Ce cours n'est rien d'autre que la liberté dans l'écriture. Alors, si je dis la liberté dans l'écriture, c'est-à-dire, je fais allusion au problème de forme. Là, avant de nous plonger au cœur de ce qu'on appelle ces problèmes de forme, mais comprenez qu'il y a deux formes d'engagement. Il y a l'engagement d'abord dans le fond, qui n'est rien d'autre que les problèmes de la société. Autrement dit, lorsque l'écrivain prend en charge les questions sociales. Ça, c'est l'engagement dans le fond. Maintenant, quand on dit la liberté dans l'écriture, c'est ce qu'on appelle l'engagement sur la forme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'engagement sur la forme? C'est lorsque l'écrivain remet complètement en cause les règles déjà établies autour de ce qu'on appelle des genres littéraires. Si je dis des genres littéraires, cela veut dire que le poète peut refuser les règles de la versification. Le romancier peut remettre en cause les caractéristiques de ce genre. Le dramaturge peut aborder ce qu'on appelle dans le même sens. Maintenant, concernant la poésie, pour comprendre ces révoltes formelles, il faut d'abord comprendre certaines règles de la poésie. Parmi les règles de la poésie, versificalement parlant, bien entendu, nous avons ce qu'on appelle la règle de l'alexandrin classique et la règle de la rime, pour ne citer que ces deux règles-là, parce qu'on ne peut pas tous les citer quand même. Alors, si on dit l'alexandrin classique, certaines confondent. Certaines pensent que l'alexandrin classique n'est rien d'autre ce qu'on appelle qu'une règle, loin de là, qu'une technique d'écriture, loin de là. L'alexandrin classique, c'est une règle, ce qu'on appelle de la versification, créée par deux géants de la littérature qui appartiennent au mouvement classique. Qui sont ces deux géants? Nous avons ce qu'on appelle l'homme qui a écrit les satires, l'homme qui a écrit ce qu'on appelle art poétique, qui n'est rien d'autre que le grand Nicolas Boileau. Nous avons aussi son compatriote qui s'appelle Malherbe. Alors, comment faire pour mettre en valeur cet alexandrin classique? L'alexandrin classique n'est rien d'autre qu'un vers de 12 pieds qui comprend 4 accents, plus la présence de la césure. Nous avons les deux hémistices et le rythme est toujours binaire. Qu'est-ce qu'un rythme binaire? C'est lorsque le vers comprend deux mesures égales. Ça, c'est l'alexandrin classique. C'est la règle qu'il faut respecter. Maintenant, comment le poète a remis en cause cet alexandrin classique pour mettre en valeur cette liberté, ce qu'on appelle dans l'écriture? C'est-à-dire, il faut prendre le cas des romantiques. Plus précisément, le chef de file du mouvement, romantique bien entendu, en l'occurrence, M. Victor Hugo, le père de Léopoldine, l'homme des contemplations, l'homme des sentiments que vous voyez souvent derrière, parce qu'aujourd'hui nous avons décidé quand même de le rendre hommage. Alors, maintenant, comment il a refusé cet alexandrin classique? Hugo est venu à la place de l'alexandrin classique, il a proposé ce qu'on appelle un alexandrin romantique. Il a même considéré l'alexandrin romantique comme son cheval de bataille. Alors, pour mettre en valeur le parallélisme, c'est-à-dire la comparaison entre ces deux, le classique a proposé 4 accents. À la place des 4 accents, Hugo a proposé 3 accents. À la place de la césure, Hugo a fait disparaître la césure. À la place des deux hémistices, Hugo les fait ce qu'on appelle aussi disparaître. À la place du rythme binaire, c'est-à-dire le vers comprend 2 mesures égales, Hugo a proposé ce qu'on appelle un rythme ternaire, c'est-à-dire lorsque le vers comprend 3 mesures égales. Il l'a confirmé. Comment? Hugo nous dit que j'ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Qu'est-ce qu'on entend par le vieux dictionnaire? C'est-à-dire, je remets en cause ce qu'on appelle les anciennes règles. C'est ça qu'on appelle le vieux dictionnaire. C'est-à-dire, il fout complètement les règles déjà établies. Il a confirmé aussi, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai disloqué ce grand nid d'Alexandrin, c'est-à-dire, j'ai remis en cause ce qu'on appelle cet idiot d'Alexandrin. Pourquoi idiot? Parce qu'il y a l'expression nier qui n'est rien d'autre que ce qu'on appelle, qui signifie idiot, en réalité. Alors, est-ce que ça s'arrête là? J'ai dit tout à l'heure, j'ai évoqué tout à l'heure 2 règles. J'ai évoqué tout à l'heure la règle de l'alexandrin classique. J'ai démontré comment les romantiques ont foulé ce qu'on appelle cette règle-là. Nous avons aussi ce qu'on appelle la règle de la rime. Alors, qu'est-ce que la rime? La rime n'est rien d'autre que la répétition d'une même sonorité en fin de vers. Mais pour prétendre obtenir la rime, il faut respecter minimum ces 3 règles dont je vais citer. Parmi les règles, nous avons d'abord ce qu'on appelle la nature ou bien le genre, c'est-à-dire quand est-ce que la rime est féminine, quand est-ce que la rime est masculine. Nous avons la règle de la disposition, quand est-ce que les rimes sont suivies, quand est-ce que les rimes sont croisées, quand est-ce que les rimes sont embrassées. Nous avons aussi ce qu'on appelle la règle de la qualité, c'est-à-dire quand est-ce que la rime est riche, quand est-ce que la rime est pauvre, quand est-ce que ce qu'on appelle la rime est suffisante. Alors forcément là, le poète est obligé de respecter ce qu'on appelle ces règles-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment les écrivains ont imposé ce qu'on appelle cette liberté dans l'écriture? Il faut convoquer l'école
qui a vu le jour à la fin du 19e siècle. Plus précisément, nous sommes en 1850 avec ce qu'on appelle la naissance de l'école symboliste. Les Charles Baudelaire, les Paul Verlaine, les Stéphane Mallarmé, etc., etc. Mais qui a refusé ce qu'on appelle ces règles-là? Nous avons ce qu'on appelle l'homme que j'appelle souvent l'un des meilleurs écrivains de tous les temps, qui s'appelle Arthur Rimbaud, dans son chef-d'œuvre intitulé Illumination, duquel est extrait son poème Marine. Alors dans Marine, qu'est-ce qui se passe? Arthur Rimbaud a proposé un vers libre. Qu'est-ce qu'un vers libre? C'est un vers qui part au-delà de ce qu'on appelle des 12 syllabes. Maintenant, si le vers est libre, automatiquement, les réalités de la rime disparaissent. On ne peut pas noter de rime féminine, ni ce qu'on appelle des rimes masculines. On ne peut pas noter non plus des rimes suivies, ni ce qu'on appelle des rimes croisées. On ne peut pas non plus noter ce qu'on appelle de la qualité. C'est la raison pour laquelle on a dit qu'effectivement, à la place des vers libres, Arthur Rimbaud, ce qu'on appelle, a voulu remettre en cause ce qu'on appelle les réalités de la rime, pour ne citer que ça. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle Stéphane Mallarmé. Stéphane Mallarmé, que je surnomme souvent le porte-parole du mouvement symboliste, parce que comprenez une chose, le symbolisme n'a pas connu ce qu'on appelle de chef de file, comme le mouvement romantique bien entendu, ou bien le mouvement de la plaire. C'est-à-dire, Stéphane Mallarmé, c'est le porte-parole du mouvement symboliste. Qu'est-ce qu'il a remis en cause? Il a remis en cause ce qu'on appelle la clarté et la précision imposée par les classiques autour de ce qu'on appelle de leurs écrits. À la place de la clarté, il a proposé ce qu'on appelle le mystère en quelque sorte. Alors, là, la différence est la suivante. Chez le classique, il faut pousser les lecteurs à ne pas fournir ce qu'on appelle des efforts, parce que tout est clair, tout est net, tout est précis, comme disait ce qu'on appelle Nicolas Boileau, quel que soit le sujet, sublime ou plaisant, le bon sens doit être accordé à la rime. Mais lorsque Stéphane Mallarmé est venu pour remettre en cause ce qu'on appelle cette clarté, à la place ce qu'on appelle du mystère, qu'est-ce qu'il nous dit? Le poème est un mystère dont le lecteur doit aller chercher ce qu'on appelle les clés. Autrement dit, le poète symbolise, à la différence de ce qu'on appelle du poète classique, pour souvent ce qu'on appelle le lecteur à fournir des efforts, il faut ce qu'on appelle aller au-delà pour comprendre réellement ce qu'on appelle le sens du poème. Alors, ça c'était les réalités de la poésie. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres exemples. Mais on ne saurait camper ce qu'on appelle sur la poésie, parce que c'est la liberté dans l'écriture en général, c'est-à-dire la littérature en quelque sorte. Alors, qu'en est-il ce qu'on appelle du genre romanesque? Alors, sur le genre romanesque, comprenez ce qu'on appelle les caractéristiques du roman. Nous avons les réalités du personnage, nous avons ce qu'on appelle l'histoire, nous avons le narrateur, nous avons l'espace, nous avons ce qu'on appelle le temps, etc. Tout romancier qui respecte ce qu'on appelle ces règles-là, mais souvent en veut ce qu'on appelle le roman traditionnel. Alors, qu'est-ce qu'un roman traditionnel? C'est un roman qui respecte ce qu'on appelle les caractéristiques de ce genre. Alors, lorsque les néo-romanciers, l'école qui a vu le jour en 1950, sont venus, quelle était leur mission? Leur mission était de remettre en cause ce qu'on appelle les caractéristiques du roman traditionnel. Alors, les néo-romanciers, comment ils ont remis en cause ce qu'on appelle la notion de l'histoire? Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'histoire? L'histoire, c'est respecter ce qu'on appelle la chronologie, la logique, ce qu'on appelle des actions. Par exemple, si vous prenez le roman traditionnel comme Albert Camus, par exemple, comment l'existentialiste a respecté ce qu'on appelle la notion de l'histoire? Il met en valeur ce qu'on appelle le personnage de Morsol tout au début, c'est-à-dire l'étape initiale. Morsol vient de recevoir le télégramme, maman est morte hier, avant-hier, je ne sais pas. Alors, toujours dans l'état initial, Morsol a pris 2 jours de congé. Maintenant, la transformation, Morsol a pris ce qu'on appelle le bus pour rejoindre ce qu'on appelle Morengo. Alors, lorsqu'il rejoint Morengo, il observe 2 jours de veillée nocturne. Alors, le surlendemain, Morsol vient d'enterrer sa mère sous un soleil de plomb. Toujours dans la transformation, Morsol rejoint le soir même en Alger. Il rejoint ce qu'on appelle Marie, qu'il propose de sortir avec elle. Marie a accepté. Les deux sont allés à la plage. Ils sont allés ensuite au cinéma. Alors, ils ont terminé la soirée, ce qu'on appelle ces Morsol. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le surlendemain, Morsol vient d'abattre l'arabe. Maintenant, l'état final, Morsol vient d'être arrêté, Morsol vient d'être jugé, Morsol vient d'être condamné à mort. Et vous avez ce qu'on appelle la logique de l'histoire. Et comment le néo-romancier a remis en cause ce qu'on appelle cette notion de l'histoire? Il faut aller le chercher de l'un des meilleurs romanciers de tous les temps. J'aime bien cet écrivain, hein? Alors qui s'appelle M. Alérop Grier, dans son ouvrage intitulé Les Gommes. Comment le néo-romancier a détruit quand même la notion de l'histoire? C'est très simple. Il met en valeur un détective qui s'appelle Wallace, qui était en train d'enquêter sur un crime qui n'a pas encore eu lieu. Cependant, le détective est en train d'errer en passant tout son temps à acheter des gommes. Alors, pourquoi l'histoire n'existe pas? Parce qu'il n'y a pas de meurtre.
Pour qu'il y ait histoire, forcément, il y a meurtre, alors que le détective est en train de ce qu'on appelle d'enquêter. Il a aussi détruit la notion de l'histoire, la notion du temps. Comment il a détruit la notion du temps? Parce que le détective est en train de ce qu'on appelle d'enquêter sur un crime. Il errait comme ça pour acheter des gommes par-ci, pour acheter ce qu'on appelle des gommes par-là. Donc, Alain Robbe-Grillet a refusé ce qu'on appelle la notion de l'histoire parce qu'il n'y a pas de meurtre. Il a refusé la notion du temps parce que le détective ne faisait que ce qu'on appelle errer. Alors, dans cette perspective, si vous prenez par exemple, Tropisme de Nathalie Sarraute, lui, elle a remis en cause ce qu'on appelle la notion de l'identité du personnage. Alors, quel est ce qu'on appelle les critères de ce personnage traditionnel? Le personnage a une identité, c'est-à-dire il a un nom. Le personnage réussit ce qu'on appelle à s'exprimer. Le personnage a ce qu'on appelle un état civil. Il est issu ce qu'on appelle d'une famille. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nathalie Sarraute, lorsqu'elle est venue, à la place ce qu'on appelle de l'identité du personnage, elle fait appel au pronom personnel, plus précisément elle, parce que dans son roman, tout un groupe de femmes, toutes les femmes se nomment elle. Donc, autrement dit, elle a remis en cause ce qu'on appelle la notion de l'identité en lien et place ce qu'on appelle d'un pronom personnel. Alors, dans cette perspective, on peut aller aussi le chercher du côté des dramaturges, c'est-à-dire le format théâtre. Comme le roman a des caractéristiques, le théâtre aussi a des caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques du théâtre? Nous avons ce qu'on appelle la règle des 3 unités qu'il faut respecter. Ce sont les règles qui ont imposé ce qu'on appelle par les classiques. Nous avons la parole théâtrale, etc., etc. Maintenant, pour aller très vite, si nous revenons sur la règle des 3 unités, traditionnellement parlant, nous avons d'abord ce qu'on appelle l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité ce qu'on appelle de l'action. Alors qu'est-ce qu'on entend par l'unité de temps? On ne doit pas dépasser les 24 heures parce que le dramaturge cherche à mettre en valeur une concentration maximum chez ce qu'on appelle le spectateur. Dépasser les 24 heures. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'unité de lieu. Un seul espace, il ne faut jamais changer de décor. Quel est l'objectif du dramaturge? Il faut pousser ce qu'on appelle le spectateur ou bien ce qu'on appelle les acteurs à être familiers avec ce qu'on appelle le décor, l'espace, etc. comme fait de Jean Racine. Lorsqu'il jouait ce qu'on appelle cette pièce théâtrale, la pièce était déroulée du début jusqu'à la fin dans un palais en quelque sorte. Autrement dit, on ne change pas ce qu'on appelle d'espace. Nous avons aussi ce qu'on appelle la règle de l'action, c'est-à-dire si on entame une action, il faut que l'action soit suivie, ce qu'on appelle jusqu'au bout, jusqu'à la fin. On ne change pas ce qu'on appelle la donne. Donc, cette règle des 3 unités a été résumée par qui? Le grand Nicolas Boileau, dont j'avais cité dans ce qu'on appelle l'espace poétique. C'est une manière de vous dire que Boileau est à la fois un poète et un dramaturge. Comment il a résumé la règle des 3 unités? Boileau nous dit, en un jour, en un lieu, un seul fait accompli, ne tienne jusqu'à la fin. Et le théâtre est fait. C'est-à-dire, quand il dit en un jour, il fait allusion à la règle ce qu'on appelle du temps. Quand il dit en un lieu, il fait allusion à ce qu'on appelle à la règle du lieu ou bien à la règle ce qu'on appelle de l'espace. Un seul fait accompli, ne tienne jusqu'à la fin. Et le théâtre est rempli, il fait allusion à ce qu'on appelle à l'unité, ce qu'on appelle de l'action. Quand il dit ne tienne jusqu'à la fin, c'est-à-dire si vous avez ces 3 règles, vous êtes dans les dispositions de mettre en valeur ce qu'on appelle une œuvre théâtrale. Maintenant, comment les néodramaturges ont remis en cause cette règle-là, par exemple? Si vous prenez... comment il s'appelle encore? L'homme qui a écrit ce qu'on appelle Anatana Godot, le grand Samuel Beckett. Alors, comment Samuel Beckett dans Anatana Godot a refusé complètement ce qu'on appelle la règle des 3 unités? Alors, Samuel Beckett, dans son œuvre, qu'est-ce qu'il fait? Il met ce qu'on appelle en jeu 2 clochards, que j'appelle souvent en classe, quand je dis les clochards, ce sont mes cousins. Les élèves s'éclatent quand même de rire, parce que le premier clochard, il s'appelle Vladimir, le deuxième s'appelle ce qu'on appelle Essagon. 2 clochards sur une route de campagne, au pied d'un arbre, autour d'une discussion sans consistance, entraîne sagement d'attendre un certain Godot qui ne sera ce qu'on appelle jamais venu. Alors, comment la règle de l'unité de temps a été détruite? Parce qu'il a clairement dit que les clochards étaient en train de ce qu'on appelle de mettre en valeur une discussion sans consistance, parler par-ci, parler par-ça. C'est comme par exemple la métaphore de quelqu'un ou bien le groupe de jeunes qui a gêné, qui joue souvent au lido. Qu'est-ce qu'ils font? Les coups avant 14 heures, ils jouent, l'un a perdu. Il dit que, voilà, je vais prendre ma revanche. Le mieuxin fait appel à la prière. Vous ne partez pas. Vous jouez, on vous a gagné. L'autre, on le gagne aussi, il prend sa revanche. Le mieuxin fait appel aussi à la prière 17 heures. Personne ne part prier parce que vous êtes en train de tuer le temps autour de ce qu'on appelle du lido. Vous faites comme ça, vous tuez le temps jusqu'à 19 heures, vous partez pour couper le jeu. Est-ce que vous avez gêné? Je sais le sais, mais c'est une manière de démontrer qu'effectivement, ça c'est tuer ce qu'on appelle le temps.
Là, quand on dit autour d'une discussion sans contexte, cela veut dire que les clochards, ils ne connaissent même pas Godot. On ne sait pas quand est-ce que Godot, ce qu'on appelle, sera là. Donc là, le temps peut durer ce qu'on appelle une éternité en quelque sorte. Ça peut durer bel et bien ce qu'on appelle plus de 24 heures. Alors, nous avons ce qu'on appelle l'unité de lieu, l'espace. Parce que j'ai clairement dit que traditionnellement parlant, la règle qu'il faut respecter, il ne faut jamais changer de décor. Pour vous rafraîchir la mémoire, j'avais pris l'exemple ce qu'on appelle de fête de Jean Racine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il dit que les deux clochards étaient sur une route de campagne au pied d'un arbre. Mais la route de campagne est tellement longue. Est-ce que vous savez combien d'arbres existent ce qu'on appelle dans ces routes de campagne? Mais forcément, il a détruit ce qu'on appelle la notion de lieu. Alors, comment il a détruit ce qu'on appelle la notion de l'action, la notion ce qu'on appelle de l'histoire, ou bien, comment dirais-je, la notion ce qu'on appelle de l'action, comme j'ai dit tantôt. C'est-à-dire, j'ai dit que les clochards étaient en train d'entendre un certain Godot qui ne sera jamais là. L'histoire n'a pas existé. Le pourquoi? Pour attendre quelqu'un, il faut le connaître. Ils ne connaissent pas Godot. Pour attendre quelqu'un, il faut au moins que quelqu'un fait une infraction, ou bien il vous appelle. Godot ne les a pas appelés. Pour votre information, Godot c'est un dieu. Il n'est pas connu par les clochards, mais les clochards avaient décidé ce qu'on appelle d'attendre Godot jusqu'au bout. Alors, donc je l'ai résumé quand même. J'ai démontré ce qu'on appelle la liberté de l'écriture dans la poésie. Je l'ai démontré dans ce qu'on appelle le roman. Je l'ai démontré ce qu'on appelle dans l'espace théâtral. Cela veut dire qu'effectivement, si vous entendez la liberté dans l'écriture, ne pensez pas ce qu'on appelle à l'engagement dans le fond, mais ce n'est rien d'autre que l'engagement formel. Je pense que le cours a été très bien saisi. Nous revenons ce qu'on appelle dans 15 jours pour mettre en valeur ce qu'on appelle un exercice d'application. On ne serait terminé sans pour autant vous rappeler de vous abonner davantage, même si nous avons atteint ce qu'on appelle les 1000, de vous abonner davantage et de visionner davantage les vidéos pour atteindre ce qu'on appelle l'habitude des 4000 heures. Encore une fois, je vous remercie de votre aimable attention.